Salut la Team Tech, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour un nouveau Tech Recap, le rendez-vous hebdo pour revenir sur l'actu tech de la semaine. Cette semaine, le monde des cartes graphiques nous réserve quelques surprises de taille. Côté Nvidia, les RTX 5090 mobiles font sensation avec des modifications Shunt Mode permettant d'augmenter les performances jusqu'à 40%. Un BIOS modifié circule sur le net poussant la consommation des RTX 5090 jusqu'à 2001 watts, de quoi faire fondre votre installation électrique. Plus sérieusement, une avancée majeure arrive avec la compression neuronale qui réduit de 90% l'utilisation de la VRAM, tandis que la technologie Smooth Motion débarque dans les GeForce RTX 40 série. Du côté d'AMD, les nouvelles sont également prometteuses avec plus 14% de performance ray tracing sur Linux, l'officialisation des Radeon iPro R9 1700 et des précisions sur RDNA 5 alias UDNA qui se dessinent. Optiscaler active désormais le FSR 4 partout, une excellente nouvelle pour les joueurs. Intel n'est pas en reste avec des détails qui se précisent sur la Battlemage BMGG31 ou plus précisément la B770. Les processeurs nous offrent également leur lot de nouveautés cette semaine avec AMD qui frappe fort avec ses Threadripper 9000 qui établissent déjà des records sur Cinebench R23, tandis que le Ryzen 5 7600X 3D sort enfin de son exclusivité. L'avenir s'annonce grandiose pour l'AMD EPYC Venice en Zen 6 avec jusqu'à 256 cœurs prévus. Chez Intel, le Core Ultra 5245HX surpasse étonnamment sa version desktop, mais le refresh Arrow Lake semble décevant. Plus intriguant encore, Intel abandonne la distinction entre les P-Core et E-Core après Razor Lake, marquant un tournant dans l'architecture des processeurs. La firme prépare aussi un grand événement en Arizona et sort un outil qualité graphique open source. Côté sécurité, attention, 4 failles majeures ont été découvertes dans les cartes mères Gigabyte. Heureusement, d'autres nouvelles sont plus réjouissantes avec un record de vitesse sur DDR5 établi par un overclocker français. Dans l'univers du gaming, Battlefield 6 est enfin confirmé par une fuite. MSI lance sa Clo A8 avec Ryzen Z 2 Extreme en Europe, tandis que Lenovo fait parler avec des prototypes de Legion Go 2 déjà en vente avant le lancement officiel. Les prix de l'Asus ROG Xbox Ali ont fuité, Netflix valide une série Assassin's Creed et les fans de RPG classiques peuvent se réjouir avec Neverwinter Nights 2 Enhanced qui arrive sur console. Bien sûr, ce n'est qu'un aperçu, plein d'autres actus vous attendent, alors installez-vous confortablement, c'est parti! Avant de plonger dans le vif du sujet, le petit rituel habituel, vous connaissez la chanson. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucun Tech Recap. C'est gratuit et ça fait toute la différence. Merci infiniment. Allez, on commence sans plus tarder avec le cadeau de la semaine. Cette semaine, l'Epic Games Store nous gâte avec un classique de la stratégie. Sid Meier's Civilization 6, et pas n'importe quelle version, l'édition Platinum. Si vous n'avez jamais succombé à l'appel du juste un dernier tour, c'est le moment ou jamais. Disponible gratuitement jusqu'au 24 juillet, cette édition est un point d'entrée parfait. Elle comprend non seulement le jeu de base qui est déjà colossal, mais aussi 6 packs de DLC et surtout les 2 extensions majeures, Rise and Fall et Gathering Storm. Ces extensions transforment complètement l'expérience en ajoutant des mécaniques comme les âges d'or et les âges sombres, la loyauté des villes, les gouverneurs, mais aussi le changement climatique, les catastrophes naturelles et le congrès mondial. C'est une profondeur stratégique incroyable. Le jeu, sorti en 2016, reste une référence du genre 4X, Explore, Expand, Exploit, Exterminate. Et le plus beau, c'est qu'il est très accessible. La configuration recommandée mentionne une Radeon HD 7970, une carte qui date de 2012, autant dire que ça tournera sur à peu près n'importe quelle machine aujourd'hui. C'est une offre à ne vraiment pas manquer. On passe maintenant à l'actualité du monde du jeu vidéo avec notre rubrique Game Actu, et cette semaine, il s'est passé pas mal de choses. On commence avec une fuite qui met fin à des mois de spéculation. Le prochain opus de la franchise Battlefield s'appellera bien Battlefield 6. La confirmation nous vient d'un créateur de contenu, Doom49, qui a accidentellement partagé des photos d'un pack promotionnel envoyé par Electronic Arts. On y voit clairement le logo Battlefield 6, ainsi que le retour de modes de jeu classiques très appréciés des fans comme Conquest,
Rush et Breakthrough. Le fait que ces kits promotionnels soient déjà entre les mains des influenceurs suggère que l'annonce officielle est imminente, probablement dans les semaines à venir. Ce nom Battlefield 6 arrive juste après un Battlefield 2042 qui a beaucoup divisé la communauté. Le jeu est attendu sur PS5, Xbox Series et PC avant fin mars 2026 et les rumeurs parlent d'une campagne solo complète et d'un nouveau mode Battle Royale free-to-play. EA a été très actif pour supprimer les fuites, ce qui montre qu'une grosse campagne marketing est sur le point d'être lancée. Les fans peuvent donc s'attendre à du concret très bientôt. On continue avec une grosse nouvelle pour les joueurs sur Mac, qui sont souvent les oubliés des grands lancements. Cyberpunk 2077 est enfin officiellement disponible sur les machines équipées de puces Apple Silicon de la M1 jusqu'aux plus récentes. CD Projekt Red a fait un travail de fond pour porter son moteur Red Engine sur l'API Metal d'Apple. Une des fonctionnalités les plus intéressantes est le pré-réglage for this Mac. Ce n'est pas un réglage fixe, mais un preset dynamique qui s'adapte à la puissance de votre Mac pour offrir la meilleure expérience possible. Par exemple, un M1 avec 16 Go de RAM, la config minimum visera le 900p à 30 fps, tandis qu'un M3 Pro pourra atteindre le 1090p à 60 fps. Pour jouer, il faudra au minimum 16 Go de RAM et macOS 15.5. Le ray tracing est aussi de la partie, mais il faudra l'activer manuellement sur les puces M3 ou plus récentes. Cette arrivée coïncide avec le déploiement du patch 2.3 qui apporte des nouveautés pour tout le monde, y compris sur PC. Ce patch ajoute enfin le support du FSR 4, du FSR 3.1 avec Frame Generation et du XeSS 2.0 également avec Frame Generation. C'est une excellente nouvelle qui va permettre à un plus grand nombre de joueurs de profiter d'une meilleure fluidité. Le patch inclut aussi des ajouts de gameplay comme un système de conduite autonome, des nouvelles voitures et des améliorations du mode photo. Restons dans les adaptations, mais cette fois-ci, on passe du jeu vidéo au petit écran. Après des années de développement et de rumeurs, la série télévisée live-action Assassin's Creed a enfin reçu le feu vert de Netflix. Le projet, annoncé initialement en 2020, a connu plusieurs équipes créatives, mais Netflix a finalement choisi un duo de choc pour mener la barque. On retrouve Roberto Patino qui a travaillé sur des séries comme Westworld et David Winner qui était à la tête de la série Hello sur Paramount+. Ils ont déclaré être des fans de la première heure et vouloir explorer les thèmes profonds de la série comme la quête d'identité, de destinée et de foi au-delà du spectacle et du parcours. On nous promet une histoire sur la valeur des connexions humaines à travers les âges. Pour l'instant, on n'a pas plus de détails sur le casting ou l'époque qui sera explorée. Il est peu probable que la série soit liée au film de 2016 avec Michael Fassbender. On espère juste que Netflix prendra le temps de faire les choses bien pour rendre justice à cette franchise qui nous a fait voyager du temps des croisades au Japon féodal. On enchaîne avec un retour aux sources pour les fans de RPG à l'ancienne, Neverwinter Nights 2. Enhanced Edition est sorti cette semaine sur PC via Steam et GOG, mais surtout pour la toute première fois sur console. Le jeu est disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series X et S pour environ 30$. Aspyr a fait un gros travail pour moderniser ce classique de 2006. Cette édition améliorée préserve l'aventure originale tout en ajoutant des améliorations significatives. On a droit à des textures améliorées, un support complet des manettes et surtout du crossplay jusqu'à 4 joueurs sur toutes les plateformes. C'est la version définitive car elle inclut non seulement le jeu de base mais aussi les 3 extensions, Masque du Traître, Tempête de Zéhyr et Mystère de Westgate. Cela représente plus de 100 heures de jeu. Pour les joueurs PC, le support du Steam Workshop est également intégré, ouvrant la porte à des tonnes de contenu créé par la communauté. Pour ceux qui voudraient la totale, un pack Neverwinter Nights, un +2 Enhanced Collection est aussi disponible. C'est une excellente occasion de découvrir ou de redécouvrir ce monument du jeu de rôle. Et puisqu'on parle de RPG et de console, place maintenant au MSI Claw A8 qui débarque enfin en Europe. Le MSI Claw A8, équipé du très attendu Ryzen Z 2 Extreme, arrive enfin en Europe après un lancement initial exclusif en Chine. Repéré chez des revendeurs comme Alza et SmartSK, le modèle est proposé en 2 coloris blanc ou vert avec un tarif de départ de 976€ en Allemagne. Ce tarif reste dans la lignée de celui du modèle Claw A1M Meteor Lake lancé plus tôt cette année. Malgré une stratégie de lancement toujours aussi désorganisée entre exclusivité régionale et communication quasi inexistante, MSI prend une longueur d'avance en étant le premier constructeur à proposer le Ryzen Z2 Extreme dans un produit fini devant Asus et Lenovo. La configuration reste premium, écran 8 pouces, 120 Hz, 24 Go de LPDDR, 5X et SSD M.2. Mais les critiques persistent quant au positionnement tarifaire élevé
et à un marketing international encore trop discret. Reste à voir si ce pari portera ses fruits face à une concurrence de plus en plus agressive dans le segment des consoles portables. De son côté, Lenovo ne reste pas les bras croisés. La Legion Go 2, bien que toujours sans date de sortie officielle, fait déjà parler d'elle. Des prototypes ont été repérés en vente en Chine sur la plateforme Xianyu ou GoFish. Ces unités pré-commerciales ont été repérées et testées par des créateurs sur Bilibili, confirmant qu'il s'agit de versions issues des premières lignes de production, initialement prévues pour le CES 2025. Fait étonnant, ces modèles n'utilisent pas encore le Ryzen Z2 Extreme, mais une puce Ryzen Z2 standard équivalent au Z1 Extreme, donc basé sur Zen 4 et non Zen 5. La principale amélioration vient de la mémoire LPDDR5, 7500 de 32 Go, le double de la première génération. Le prototype embarque aussi un écran OLED 8,8 pouces 120 Hz, un design modulaire avec manette détachable, une bonne gestion thermique environ 60 degrés Celsius à pleine charge et une autonomie d'environ 1h30 à 30 watts. Il s'agit clairement d'un modèle avancé avec un OS Lenovo fonctionnel bien que non finalisé. Son poids est très élevé, près de 938 grammes, mais bonne ergonomie. Lenovo Latam a récemment laissé entendre un lancement en septembre, ce qui semble se confirmer. On termine ce tour d'horizon du gaming avec une annonce pour les amateurs de stratégie en temps réel. Calypso Media et Kite Games ont annoncé Sudden Strike 5. Ce cinquième opus de la célèbre série de tactiques se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale est prévu pour 2026 sur PC, Xbox Series et PlayStation 5. Le jeu nous promet un retour aux sources avec des batailles historiques dans les tranchées d'Europe et d'Afrique du Nord. On nous annonce une campagne de 25 missions, plus de 300 unités jouables, des commandants personnalisables et un mode multijoueur. L'objectif est de proposer l'expérience de guerre tactique à grande échelle la plus épique de la série. Vous pourrez contrôler des véhicules et de l'infanterie des Alliés, des Allemands et des Soviétiques, comme le char Sherman ou le T-34. Le gameplay mettra l'accent sur la tactique avec la capture de points stratégiques, la gestion des approvisionnements et la possibilité de détruire des ponts pour couper les lignes ennemies. Les commandants auront des compétences uniques qui pourront changer le cours de la bataille. Pour les plus impatients, les inscriptions à la bêta fermée ont déjà commencé sur le site de Calypso. Allez, on quitte le monde du jeu vidéo pour des histoires un peu surprenantes de l'insolitech. On commence avec une histoire assez folle qui nous vient d'Italie et qui sert de piqûre de rappel sur la zone grise légale de certaines machines de jeu. Un YouTuber italien connu sous le nom de OneSwearNerd risque jusqu'à 3 ans de prison pour avoir présenté des consoles de jeux portables basées sur Android. Le problème, c'est que ces machines, souvent produites en Chine par des marques comme Ambernic ou Pokidi, sont livrées avec des milliers de ROM de jeux préinstallés. En avril, des agents de la Guardia di Finanza, la police financière italienne, se sont présentés à son domicile avec un mandat de perquisition. Ils l'ont accusé de promotion de matériel protégé par le droit d'auteur et ont saisi plus de 30 de ses consoles. Bien que les logiciels d'émulation ne soient pas illégaux en soi, le fait que ces appareils soient vendus avec des jeux préchargés de Nintendo et Sony constitue une violation du droit d'auteur. La plainte pourrait venir de Nintendo, connu pour être très agressif dans la défense de sa propriété intellectuelle. Le YouTuber affirme n'avoir rien fait de mal, mais il est maintenant sous le coup d'une enquête en vertu de l'article 171 de la loi italienne sur le droit d'auteur. Cette affaire montre à quel point les autorités prennent cette question au sérieux et met en lumière les risques encourus par les créateurs de contenu qui présentent ce type de produit. Restons dans le hardware avec une histoire pour les modeurs et les collectionneurs. Vous vous souvenez de la très rare édition Cyberpunk 2077 de la Nvidia RTX 2080 Ti? C'était une carte au design unique avec une coque entièrement personnalisée. Eh bien, il semblerait que ces coques spécifiques soient maintenant disponibles à la vente sur eBay. Plusieurs vendeurs proposent ces kits de modification, ce qui permet aux possesseurs d'une RTX 2080 Ti Founders Edition de transformer leur carte en cette édition spéciale. L'origine de ces coques n'est pas tout à fait claire. Certains pensent qu'il s'agit de surplus de production que Nvidia n'a jamais utilisé. D'autres supposent qu'elles proviennent de cartes originales dont le système de refroidissement a été remplacé par un waterblock, laissant la coque d'origine orpheline. Quoi qu'il en soit, plusieurs vendeurs semblent en avoir en stock. Pour un œil non averti, il serait impossible de faire la différence entre une carte officielle et une carte modifiée. Et franchement, à ce stade, ça n'a plus beaucoup d'importance. Les cartes originales n'ont plus de garantie active, donc c'est une occasion unique pour les fans de Cyberpunk 2077 de s'offrir un morceau de hardware au design iconique sans avoir à chercher l'introuvable carte originale. On passe à un sujet qui risque de faire grincer des dents de nombreux utilisateurs Intel. Le cauchemar des plantages des processeurs Raptor Lake, c'est-à-dire les 13e et 14e générations, semble refaire surface. On se souvient que l'année dernière, ces puces souffraient de problèmes d'instabilité, principalement à cause d'une dégradation du silicium liée à des tensions trop élevées. Intel avait tenté de corriger le tir avec des patchs et des
recommandations de BIOS, mais le problème n'a jamais été complètement résolu. Eh bien, figurez-vous qu'un développeur de Firefox a récemment tiré la sonnette d'alarme. Ils ont observé une augmentation massive des rapports de plantage provenant de systèmes équipés de processeurs Raptor Lake. Et la cause suspectée est la vague de chaleur qui touche actuellement l'Europe et l'hémisphère nord. Il semblerait que les températures ambiantes plus élevées exacerbent les fluctuations de tension des CPU, provoquant ces instabilités. Le flux de rapports était si important que le robot chargé de les classer a dû être désactivé. C'est la preuve que le problème est toujours bien présent et que la seule véritable solution pour les utilisateurs concernés reste de sous-volter manuellement leur processeur ou de passer par un processus de retour en garantie. Une situation vraiment pas idéale pour Intel. On termine cette section Insolitech avec un petit clin d'œil au passé. La marque chinoise Zephyr a teasé une nouvelle carte graphique haut de gamme qui devrait bientôt arriver. Et pour le design, ils ont décidé de s'inspirer très fortement d'un modèle iconique, la Radeon 7 d'AMD, sortie en 2019. Cette carte basée sur l'architecture Vega était la première carte graphique gaming gravée en 7 nanomètres. Elle n'a pas été un énorme succès commercial, mais son design sobre et épuré, avec un carénage en aluminium brossé et 3 ventilateurs, a marqué les esprits. Zephyr reprend donc cette esthétique, mais avec quelques modifications, notamment des ventilateurs de 102 mm, bien plus grands que les 75 mm de l'original. Ce n'est pas la première fois qu'on voit un tel hommage. Lenovo avait déjà sorti des cartes au design similaire pour ses PC préassemblés Legion. On ne sait pas encore si cette carte Zephyr sera une Radeon ou une GeForce. Il faut aussi être prude car Zephyr a l'habitude de sortir ses cartes bien après les lancements officiels. Ils viennent à peine d'annoncer une RX 7600 XT pour le marché chinois. Mais avouons-le, ce design a une classe folle et ça fait plaisir de le revoir. Il est temps de discuter des nouveaux produits qui arrivent sur le marché et il y a vraiment beaucoup à dire. On commence avec une fuite qui a fait grand bruit chez les amateurs de consoles portables. Les prix de la future Asus ROG Xbox Ali ont fuité via un distributeur officiel en Espagne. Cette console, co-développée avec Microsoft, se positionne comme une concurrente directe du Steam Deck. 2 modèles sont prévus. Le modèle de base en blanc, avec un processeur AMD Ryzen Z2, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, serait listé à 599 €. La version haut de gamme, la ROG Xbox Ali X en noir, passerait à un processeur Ryzen AI Z2 Extreme, 24 Go de RAM, un SSD d'1 Teraoctet et une plus grosse batterie de 80 Wh. Cette dernière est annoncée à 899 €. Ces machines tourneront sous Windows 11 avec une expérience Xbox portable repensée, donnant accès au Game Pass, à Battle.net, etc. Le design s'inspire clairement des manettes Xbox. Les rumeurs parlent d'une sortie en octobre juste à temps pour les fêtes de fin d'année. Pour ceux qui cherchent à booster la puissance graphique de leur ordinateur portable ou de leur console portable, Razer a annoncé son nouveau boîtier pour GPU externe, le Core XV2. La grosse nouveauté, c'est le support du Thunderbolt 5. Cette nouvelle norme offre une bande passante de 64 gigabits par seconde pour le GPU, soit l'équivalent de l'Oculink, mais avec un avantage majeur, elle peut aussi alimenter l'appareil connecté. Le Core XV2 peut fournir jusqu'à 140 watts de puissance via le câble Thunderbolt 5, ce qui est suffisant pour charger la plupart des ordinateurs portables. Autre changement, l'alimentation n'est plus incluse, il faudra acheter votre propre bloc ATX, ce qui permet de choisir la puissance nécessaire. Le boîtier a été agrandi pour accueillir des cartes graphiques jusqu'à 4 slots. Par contre, Razer a fait des choix étranges, il n'y a aucun port USB ou Ethernet supplémentaire. Pour ça, il faudra acheter leur nouveau dock Thunderbolt 5. Le Razer Core XV2 est listé à 350 $. On continue dans les cartes graphiques custom avec une pièce absolument unique. La marque Yeston, en collaboration avec Gravastar, a lancé la Radeon RX 9070 XT Mercury Nova OC. Gravastar est une marque spécialisée dans le hardware au design cyberpunk et ça se voit. La carte a un style squelettique très travaillé avec un PCB blanc et un éclairage ARGB synchronisable. Mais ce design a un prix alors que le MSRP de la RX 9070 XT est de 599 $. Ce modèle est vendu en exclusivité sur la boutique de Gravastar pour la modique somme de 899 $. C'est une grosse rallonge qui la place en concurrence avec des cartes de la gamme supérieure. Pour ce
prix, on a quand même une carte overclockée d'usine à 3060 MHz, un PCB custom avec 13 plus 3 phases d'alimentation et un système de refroidissement massif avec chambre à vapeur et 7 caloducs. Les précommandes sont ouvertes avec une expédition prévue le 15 août. On passe maintenant au stockage avec une bonne nouvelle signée Seagate pour les data centers et les professionnels ayant besoin de capacités massives. Le constructeur a annoncé la disponibilité mondiale de ses nouveaux disques durs Exos M et Iron Wolf Pro de 30 Teraoctets. Ces disques sont basés sur la plateforme Mosaic 3+, et utilisent la technologie d'enregistrement magnétique assistée par chaleur, le fameux HEMR. Cette technologie permet d'atteindre des densités de stockage extrêmes. Seagate a déjà livré plus d'1 million de disques Mosaic, ce qui montre que la technologie est maintenant mature. Ces disques de 30 Tera sont conçus pour répondre à la demande croissante de stockage pour les déploiements d'IA, que ce soit dans les grands data centers ou en périphérie. Le modèle Exos M de 30 Tera est destiné aux serveurs d'entreprise, tandis que l'Iron Wolf Pro 30 Tera est optimisé pour les systèmes NAS. Les prix annoncés sont de $600 pour les versions 30 Tera. Restons dans le domaine du stockage, mais côté grand public cette fois-ci, avec une surprise du côté du Green. La marque plus connue pour ses accessoires continue de se diversifier et s'attaque au marché des NAS. Ils ont discrètement lancé un nouveau modèle, le NASsync DH4300+. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas basé sur une architecture x86 comme la plupart de ses concurrents, mais sur un processeur ARM, le Rockchip RK3588C. C'est un SoC avec 4 cœurs Cortex A76 et 4 cœurs Cortex A55 associés à 8 Go de RAM LPDDR4X. C'est une configuration qui devrait être suffisante pour un usage domestique. C'est un NAS à 4 baies avec un design assez original où les disques se chargent par le dessus. Il dispose d'un port Ethernet 2,5 gigabits par seconde, de ports USB et d'une sortie HDMI 4K 60 fps, ce qui suggère qu'il pourra aussi servir de lecteur multimédia. Le prix de lancement est de $430, mais il est actuellement en promotion à $344 directement sur le site de Ugreen avec une livraison prévue pour le 25 juillet. Du côté des cartes graphiques, Asus continue de faire le show avec une collaboration haute en couleurs. La marque s'associe une nouvelle fois à la star virtuelle japonaise Hatsune Miku pour sortir une ROG Astral GeForce RTX 5080 O16G Hatsune Miku Special Edition. On retrouve les couleurs emblématiques bleu-vert et rose sur toute la carte, du carénage à la backplate basée sur la puissante ROG Astral. Elle embarque un refroidissement à 4 ventilateurs dont un à l'arrière, une chambre à vapeur et des composants haut de gamme. Asus pousse le délire encore plus loin avec une gamme complète de produits assortis, water cooling, I/O, écran gaming, boîtier, alimentation, une config 100% Miku. Le prix de la RTX 5080 édition spéciale est aussi exclusif, 16 999 RMB, soit environ 2 fois le prix standard d'une RTX 5080 en Chine. Parlons maintenant de cartes mères. Avec l'arrivée des nouveaux processeurs AMD, les fabricants de cartes mères dégainent leur nouveau modèle. ASRock a annoncé sa nouvelle gamme basée sur les chipsets AMD X870 et X870E. La star de la gamme est sans aucun doute la X870E Taichi OCF, la toute première carte mère OC Formula de la marque pour une plateforme AMD. Elle est conçue pour l'overclocking extrême avec un PCB de qualité serveur, 22 plus 2 plus 1, phase d'alimentation et une architecture de mémoire avec un seul DIMM par canal pour un potentiel d'overclocking maximal. Asus n'est pas en reste et a présenté la ROG Strix X870H Gaming Wi-Fi 7S, une carte mère qui se positionne juste en dessous des modèles Formula dans la gamme Strix. Elle dispose d'un solide VRM de 16 plus 2 plus 1 phase, de 2 slots M.2 Gen 5, de 2 ports USB 4, du Wi-Fi 7 et de l'Ethernet 2,5 gigabits. Ces cartes mères sont prêtes à accueillir les nouveaux processeurs Ryzen 9000 et offrent les dernières technologies de connectivité. Ces cartes mères sont prêtes à accueillir les nouveaux processeurs Ryzen 9000 et offrent les dernières technologies de connectivité. Asus revient sur le devant de la scène pro avec l'annonce de son nouvel écran haut de gamme, le ProArt Display 6K à 32 QCV. Cet écran de 32 pouces offre une résolution 6K de 6016 par 3384 pixels, ce qui donne une densité de pixels de 218 ppi. C'est idéal pour les créateurs de contenu qui travaillent sur des projets très détaillés. Chaque écran est calibré en usine pour garantir une excellente précision des couleurs avec un delta AE inférieur à 2 et il est certifié Kalman Verified. L'écran couvre 98% de l'espace colorimétrique DCI P3. Asus a pensé aux utilisateurs de Mac avec un nouveau pré-réglage de couleurs M modèle P3 pour assurer la cohérence des couleurs avec les appareils macOS. La connectivité est très complète avec 2 ports Thunderbolt 4 qui fournissent 96 watts de puissance, du DisplayPort, de l'HDMI et un hub USB. Le ProArt
Smart Display PA32QCV sera disponible fin août au prix de 1 299 $. On termine ce tour des nouveaux produits avec du refroidissement et un boîtier. Thermalright a dévoilé son nouveau Ventirad CPU haut de gamme, le Royal Pretor 130 Ultra. C'est un monstre à double tour en aluminium traversé par 7 caloducs en cuivre de 6 mm. Il est équipé de 2 ventilateurs en configuration push-pull, un 120 mm à l'extérieur et un 130 mm au milieu pour optimiser le flux d'air. De son côté, Fantex a annoncé un nouveau boîtier ITX moyen tour, le Eclipse G 370A. Conçu pour la performance, il dispose de panneaux en mèche pour un flux d'air maximal et peut accueillir jusqu'à 7 ventilateurs de 120 mm. Il a même un espace dédié pour un radiateur de 360 mm sur le dessus. Fait intéressant pour les utilisateurs de stations de travail, il supporte les cartes mères au format SSI EEB, ce qui est rare pour un boîtier à ce prix. Le Fantex Eclipse G370A sera disponible le 15 juillet pour un prix très attractif de 60 €. Passons maintenant au cœur de l'actualité tech de la semaine avec des annonces clés qui marqueront sans doute les mois à venir dans le monde du hardware. Pour commencer cette rubrique, parlons sécurité avec une alerte importante pour les possesseurs de cartes mères Gigabit. La firme de sécurité Binarly a révélé l'existence de 4 vulnérabilités sérieuses dans le firmware UEFI de plus de 240 modèles de cartes mères de la marque. Ces failles, jugées de haute sévérité avec un score de 8,2, se situent dans le System Management Mode, un mode qui s'active avant même le démarrage de l'OS. Un attaquant avec des privilèges administrateurs pourrait exploiter ces failles pour injecter du code malveillant qui resterait complètement indétectable par les antivirus et qui survivrait à un formatage du disque ou même au Secure Boot, c'est ce qu'on appelle un bootkit, une menace persistante et redoutable. Le plus inquiétant, c'est que ces failles proviennent d'un code de référence fourni par American Megatrends, mais Gigabyte n'aurait pas appliqué les correctifs nécessaires. Gigabit a finalement publié une liste des cartes mères Intel affectées, allant des séries 100 aux séries 500 et assure que les cartes AMD ne sont pas concernées. Si vous avez une carte mère Gigabit, il est urgent d'aller sur leur site de support pour vérifier si une mise à jour du BIOS est disponible. Passons à des nouvelles plus réjouissantes avec Nikon qui a annoncé une avancée technologique majeure pour le packaging des puces d'IA. Ils vont commencer à prendre les commandes pour leur nouveau système de lithographie numérique, le DSP100. Cet outil est spécialement conçu pour le panel level packaging, une technologie qui permet d'intégrer beaucoup plus de chiplets sur un seul substrat au lieu des wafers ronds de 300 mm. Cette technologie utilise de grands panneaux rectangulaires en verre ou en résine. Le système de Nikon peut travailler sur des panneaux allant jusqu'à 600 sur 600 mm. Cela permet de multiplier par 9 la productivité par rapport au procédé sur wafers de 300 mm, réduisant considérablement le coût par puce. Une autre innovation clé est que ce système est maskless, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas de masque photographique, ce qui accélère les cycles de conception. C'est une technologie cruciale pour produire les énormes interposeurs nécessaires aux futurs accélérateurs d'IA qui combineront des dizaines de chiplets de calcul et de mémoire HBM. Les premières livraisons du DSP100 sont prévues pour 2026. On reste dans la fabrication de puces et avec une nouvelle qui confirme la nouvelle géopolitique des semi-conducteurs. Le géant taïwanais TSMC, qui fabrique les puces pour Apple, AMD ou encore Nvidia, a de très grandes ambitions pour les États-Unis. Selon le média Nikkei Asia, le PDG de TSMC, C.C. Wei, a déclaré que l'entreprise était en bonne voie pour créer une chaîne d'approvisionnement indépendante et de pointe directement sur le sol américain. Le chiffre clé à retenir est impressionnant. Après l'achèvement de leurs usines en Arizona, environ 30% de leur capacité de production pour les puces gravées en 2 nanomètres et les technologies encore plus avancées sera située aux États-Unis. C'est énorme, cela signifie que les clients américains pourront se fournir en puces de dernière génération sans qu'elles aient à traverser le Pacifique. TSMC va également y construire des installations de packaging avancées et un centre de R&D. C'est la concrétisation des promesses d'investissement faites à l'administration américaine et cela va massivement contribuer à la narrative Made in USA pour les composants les plus stratégiques de notre époque. L'avenir de la fabrication de puces se joue aussi en Arizona. On enchaîne avec une actu qui va faire vibrer les fans d'overclocking. Si vous êtes un amateur d'overclocking, vous allez adorer cette news. Le record du monde de fréquence pour la mémoire DDR5 vient d'être pulvérisé. L'overclocker français Black Dot a réussi à pousser un module de 24 gigaoctets de G.Skill Trident Z5 à la fréquence incroyable de 12 872 mégatransferts par seconde. Cette performance a été réalisée sur une carte mère Asus ROG Maximus
puce Z890 Apex avec un processeur Intel Core Ultra 9 285K, le tout refroidi à l'azote liquide, bien évidemment. C'est une démonstration de force impressionnante qui montre non seulement le talent de l'overclocker, mais aussi la qualité des puces mémoire SK Hynix utilisées par G-Skill et la robustesse de la plateforme d'Asus et d'Intel. C'est le genre de record qui ne sert pas directement l'utilisateur lambda, mais pousse les fabricants à innover et à améliorer la qualité de leurs produits. Un grand bravo à Black Dot pour cet exploit. On continue avec une mise à jour bienvenue pour les possesseurs d'écran QD OLED de MSI. Vous savez peut-être que ces écrans, bien que magnifiques, souffraient d'un défaut un peu agaçant en mode HDR pour protéger la dalle et gérer la consommation. Un limiteur de luminosité automatique ou ABL était très agressif. Résultat, même si les petits éclats de lumière pouvaient atteindre les 1000 nits promis, l'image globale semblait souvent sombre ou délavée, surtout dans les scènes lumineuses. Après une première tentative de firmware qui n'avait pas totalement convaincu, MSI a finalement dévoilé la solution. Le mode EOTF Boost, ce nouveau mode HDR, accessible depuis le menu de l'écran, a pour but de maintenir une haute luminosité tout en préservant la précision des couleurs sans que l'utilisateur n'ait à changer de mode manuellement. Les premiers tests, notamment ceux de Monitors Unboxed, sont très positifs. Plusieurs nouveaux moniteurs MSI l'intégreront d'office et les modèles existants recevront une mise à jour d'ici la fin août. Du côté des semi-conducteurs, Intel fait aussi l'actualité. La firme de Santa Clara semble préparer l'avenir et ses grands événements. Selon le média DigiTimes, la firme de Santa Clara prévoirait de tenir son prochain Intel Technology Tour à Phoenix, en Arizona. C'est la première fois qu'Intel organise un événement aussi important dans cette région. Ce choix est hautement symbolique. L'Arizona est en train de devenir un hub majeur de l'industrie des semi-conducteurs, notamment avec les énormes investissements de TSMC pour y construire ses usines. En organisant son événement là-bas, Intel envoie un message fort. Ils sont là pour se battre sur le terrain de leur principal concurrent. Cet événement est généralement l'occasion pour Intel de dévoiler ses futures feuilles de route, tant pour les processeurs PC et data center que pour sa stratégie de fonderie. On s'attend donc à ce qu'il donne plus de détails sur les processeurs Panther Lake, qui seront les premiers à utiliser leur procédé de gravure 18A, ainsi que sur les futurs Xeon Clearwater Forest. C'est un signe qu'Intel, malgré ses difficultés actuelles, n'a pas l'intention de baisser les bras. Autre nouveauté du côté d'Intel, un outil inédit baptisé Computer Graphics Visual Quality Metric ou CGVQM. Son but, mesurer la qualité d'image des jeux vidéo en temps réel avec une précision proche de celle de la perception humaine. Pour développer cet outil, les chercheurs d'Intel ont créé une base de données de clips vidéo issus de diverses scènes 3D rendues avec différentes techniques modernes comme le path tracing ou le super sampling neuronal. Ils ont ensuite demandé à des volontaires de noter la qualité de ces clips. L'outil a été entraîné pour que ses propres scores correspondent aux notes humaines. Le résultat est un outil capable de surpasser toutes les métriques existantes. Pour les développeurs, c'est un gain de temps énorme. Ils peuvent intégrer cet outil dans leur workflow via des plugins Vulkan ou Unreal Engine pour évaluer la qualité d'image à la volée sans avoir à organiser de coûteux tests utilisateurs. L'outil peut même générer des cartes d'erreur qui mettent en évidence les artefacts visuels comme le ghosting ou le scintillement. Passons aux processeurs et cette semaine, c'est un véritable champ de bataille entre AMD et Intel avec des fuites, des annonces et des benchmarks dans tous les sens. On commence avec une nouvelle qui nous vient d'une fuite de Passmark, l'un des futurs processeurs pour PC portable d'Intel, le Core Ultra 5 245HX a été aperçu et ses performances sont surprenantes. Ce processeur mobile basé sur l'architecture Arrow Lake a réussi à surpasser son équivalent pour PC de bureau, le Core Ultra 5 245. Dans les tests, la version mobile HX est 7% plus rapide en single core et 8% plus rapide en multicore. Comment est-ce possible? L'explication se trouve en partie dans l'enveloppe thermique. Intel autorise le 245HX à atteindre une puissance turbo maximale de 160 watts, ce qui est bien supérieur au plafond de 121 watts de la version de bureau. Avec la même configuration de 6 P-core et 8 U-core, cette puissance supplémentaire lui permet de maintenir des fréquences plus élevées plus longtemps. Par rapport à la génération précédente, l'avancée est encore plus marquée. Le 245HX est 30% plus rapide en single core et 41% plus rapide en multicore que le i5 14500HX. Bien sûr, Passmark n'est qu'un seul benchmark, mais c'est un signe fort qui montre que les processeurs pour ordinateurs portables haut de gamme sont maintenant capables de rivaliser, voire de dépasser leurs homologues de bureau. On reste chez Intel, mais avec une nouvelle qui va peut-être en décevoir certains. La semaine dernière, on vous parlait des rumeurs concernant le futur refresh des processeurs Arrow Lake pour PC de bureau et portables haut de gamme. On espérait que cette mise à jour apporterait, en plus d'une augmentation des fréquences, un NPU amélioré, le NPU 4,
pour être certifié Copilot+, eh bien, il semblerait que ce ne soit finalement pas le cas. Selon le leaker Jaikin, qui est souvent bien informé, Intel aurait changé ses plans. Le refresh d'Arrow Lake conserverait le NPU 3 actuel qui ne propose que 13 TOPS de puissance, loin des 40 TOPS requis pour la certification. La mise à jour se concentrerait donc uniquement sur une légère augmentation des fréquences. De plus, il semblerait que les rumeurs d'une configuration à plus de cœurs avec 8 P-core et 32 U-core aient également été abandonnées. Ce refresh s'annonce donc très mineur et Intel ne le commercialiserait même pas sous une nouvelle série. On resterait sur la série Core Ultra 200, avec probablement des noms comme Core Ultra 9 295K. C'est une stratégie un peu décevante qui donne l'impression qu'Intel cherche juste à sortir quelque chose de nouveau pour sa plateforme LGA 1851. On continue avec les plans à plus long terme d'Intel. Des rumeurs persistantes, notamment relayées par un ingénieur d'Intel en Chine, suggèrent un changement de stratégie majeur pour les architectures de cœur après la génération Razor Lake, qui succédera à Nova Lake. Selon des fuites venues tout droit de Chine, plus précisément d'un ingénieur Intel sur Jihu, la firme de Santa Clara préparerait une bascule majeure après la génération Razor Lake. Il serait question d'une architecture unifiée qui fusionnerait P-Core et E-Core dans un même design. L'objectif serait de simplifier la conception, d'optimiser les performances globales et pourquoi pas de réduire les coûts de fabrication. Petit rappel pour ceux qui découvrent, depuis Alder Lake, Intel combine des cœurs dits performance, les P-Core, pour les tâches les plus exigeantes, avec des cœurs efficients, les E-Core, destinés aux multitâches légers et à l'efficacité énergétique. Mais ce modèle montre ses limites, notamment en termes de gestion logicielle et de complexité de fabrication. Intel semble donc prêt à passer à une nouvelle ère. D'après les informations relayées par SiliconFly sur X, Griffin Cove, le P-Core intégré dans Razor Lake serait tout simplement le dernier du genre. Autrement dit, après cette génération, Intel mettrait fin à cette distinction entre P-Core et U-Core pour se concentrer sur un seul type de cœur unifié et polyvalent. Ce changement permettrait à Intel de simplifier considérablement la conception de ses puces, d'améliorer les performances dans des domaines comme le traitement parallèle, le SIMD ou encore le vectoriel, tout en réduisant la complexité du silicium. C'est un tournant stratégique majeur, surtout après plusieurs générations de CPU qui ont peiné à convaincre, comme Arrow Lake. Intel n'a plus vraiment le choix. Avec une concurrence féroce du côté d'AMD qui pousse fort sur les APU haut de gamme et Apple qui continue de dominer le segment des laptops avec ses puces M-Series, l'entreprise doit proposer un véritable saut générationnel pour rester dans la course. La future architecture unifiée porterait le nom de code Titan Lake et serait attendue pour 2028. On ne connaît pas encore tous les détails, mais ce changement de cap pourrait bien marquer un tournant majeur dans l'histoire des CPU Intel. Alors, à votre avis, est-ce que cette stratégie suffira à relancer la machine bleue? Est-ce qu'un design unifié peut vraiment faire la différence? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Chez AMD, la saga des futurs processeurs pour station de travail, les Threadripper 9000, a connu de sacrés rebondissements cette semaine. On vous en parlait récemment. Des rumeurs de prix avaient fuité chez le revendeur B&H avec une ouverture des précommandes prévues pour le 23 juillet. Cette fois, c'est officiel. AMD a confirmé le lancement et la bonne surprise, c'est que les tarifs sont un peu plus bas que prévu. Le modèle phare à 96 cœurs, le 9995WX, est annoncé à 11 700 $. Le 9985WX avec 64 cœurs sera proposé à 8 000 $. Le 32 cœurs s'affichera à 4 099 $ et le 24 cœurs à 2 900 $. Des prix élevés, certes, mais inférieurs à ceux suggérés par les premières fuites. Et ce n'est pas tout, une première fuite de benchmark a révélé des performances tout simplement monstrueuse en mode PBO. Le Threadripper Pro 9995WX a obtenu 173 452 points sur Cinebench R23, soit environ 46% de mieux que son prédécesseur, le 7995WX à fréquence stock. Ce test, réalisé avec une consommation de 840 watts, montre déjà une progression générationnelle spectaculaire, mais ce n'est rien à côté de ce qu'il peut faire en overclocking manuel. Le 9995WX vient en effet de signer un score de 186 800 points sur Cinebench R23, tous ses 96 cœurs poussés à 5 GHz. Ce processeur Zen 5 de la série Shimada Peak est d'ores et déjà entre les mains d'overclockers, malgré un tarif à 5 chiffres. C'est Skywalleramd qui a soumis ce score sur HWBot. L'exploit a été réalisé sans azote liquide, uniquement avec un AIO. Malgré cela, la température est montée à 98 degrés Celsius pour une consommation ahurissante de 900
147 watts uniquement pour le CPU. Ce chiffre résume à lui seul la démesure de cette puce haut de gamme. La configuration reposait sur une carte mère Asus ProWS TRX 50, plateforme HEDT parfaitement compatible avec les Threadripper Pro. Par rapport aux versions non Pro, seule la gestion mémoire et le nombre de lignes PCI Express diffèrent, sans impact sur les performances brutes. Avec un score aussi élevé, le 9995 WX n'est qu'à 11% du record absolu détenu par le 7995 WX qui avait nécessité du refroidissement à l'azote liquide pour atteindre plus de 210 000 points. Autrement dit, le 9995 WX tutoie déjà les sommets avec un setup nettement plus accessible. Face à de telles températures et à une consommation aussi extrême, ce processeur soulève autant l'admiration que les interrogations. Jusqu'où peut-on repousser les limites avant que les contraintes techniques ne deviennent insurmontable, et la version HUDT grand public n'est pas en reste. Le futur modèle phare, le Ryzen Threadripper 9980X, équipé de 64 cœurs Zen 5, a été repéré dans Geekbench. Il affiche 3259 points en single core et 28 666 points en multicore. Par rapport au 7980X, cela représente un gain d'environ 11% en single thread et 16% en multithread. Une belle évolution conforme aux attentes pour l'architecture Zen 5. Ce processeur conserve 64 cœurs et 128 threads, mais profite des optimisations architecturales et d'une fréquence boost atteignant 5,4 GHz, soit 300 MHz de plus. Le TDP reste fixé à 350 watts, ce qui laisse entrevoir une nette amélioration de l'efficacité énergétique. Ces processeurs s'adressent avant tout aux créateurs, ingénieurs, professionnels de la 3D et autres utilisateurs exigeants qui ont besoin d'une puissance de calcul hors norme. Il ne reste plus qu'à connaître leur date de sortie précise et leur positionnement tarifaire. Après ces monstres de puissance, une excellente nouvelle pour ceux qui lorgnent sur la plateforme AM5 sans vouloir casser leur tirelire. Vous vous souvenez du Ryzen 5 7600X3D? Ce processeur à 6 cœurs, lancé l'année dernière, était une petite pépite pour les joueurs grâce à son énorme cache L3. Mais il avait un gros défaut, il était quasi exclusif à quelques rares revendeurs dans le monde, comme Micro Center aux États-Unis. Eh bien, bonne nouvelle, cette exclusivité semble prendre fin. Le processeur vient d'être listé chez un grand revendeur au Royaume-Uni, Lambdatech, au prix de 299 livres sterling. C'est le signe qu'AMD étend enfin sa disponibilité à d'autres régions. Pour rappel, le 7600X 3D est un processeur très malin. Il a des fréquences un peu plus basses que le 7600X classique, mais son cache 3D V-Cache lui donne un avantage considérable dans de nombreux jeux, tout en étant plus économe en énergie. Son arrivée plus large sur le marché pourrait en faire le nouveau champion du rapport performance-prix pour les configurations gaming sur AM5, une alternative très intéressante face au 7800X 3D qui est bien plus cher. Toujours chez AMD, avec une incursion dans le futur lointain, des documents internes partagés avec des fabricants de cartes mères auraient révélé des détails sur l'architecture Zen 6 d'AMD prévue pour la fin de 2026. Cette future génération, nom de code Venice pour les serveurs EPIC, utiliserait un mélange de procédés de gravure de TSMC. Les puces utiliseraient le nœud N2P, une version optimisée du 2 nanomètres de TSMC qui offrirait un gain de fréquence de 8 à 10%. Les die de calcul Zen 6 passeraient à 12 cœurs, tandis que les die Zen 6C pour le cloud en contiendrait 32. Cela permettrait à AMD de proposer des processeurs EPIC avec jusqu'à 256 cœurs et 512 threads. Côté grand public, les futurs Ryzen 10000, nom de code Olympic Ridge, utiliseraient aussi le nœud N2P pour les ordinateurs portables. AMD préparerait Medusa Point, une puce hybride avec un die de calcul en N2P et un die DIO en N3P. C'est une vision fascinante de l'avenir qui montre à quel point la compétition est féroce et comment les technologies de chiplet et les nouveaux procédés de gravure vont continuer à repousser les limites de la performance. Chez Nvidia, un tout autre défi se dessine avec un projet qui semble cette fois prendre du retard. Il s'agit du fameux processeur pour ordinateur portable N1X qui est basé sur l'architecture ARM. On vous en parlait il y a quelques temps, des prototypes avaient fuité sur Geekbench avec des scores très prometteurs, laissant entrevoir une concurrence sérieuse pour les puces Snapdragon Elite de Qualcomm et même les puces M d'Apple. Malheureusement, selon des sources proches de Semi-Accurate, le projet aurait rencontré de nouveaux défis d'ingénierie. Le problème serait suffisamment sérieux pour nécessiter une modification du silicium lui-même, ce qu'on appelle un respin. Ce contretemps repousserait la date de sortie de ces puces
à la fin de l'année 2026. C'est un coup dur pour Nvidia et pour les fabricants de PC qui comptaient sur cette alternative pour dynamiser le marché des ordinateurs portables Windows sous ARM. Il faudra donc être encore très patient avant de voir des PC portables équipés de CPU Nvidia. Et on termine cette rubrique processeurs avec une annonce qui pourrait, à terme, complètement rebattre les cartes dans le monde des processeurs et de l'intelligence artificielle. Figurez-vous que l'architecture open source RISC-V vient de recevoir un soutien de poids, et pas n'importe lequel, celui de Nvidia CUDA. Concrètement, un mécanisme de portage permet désormais de faire tourner des applications basées sur le stack logiciel CUDA, qui est le standard absolu dans le monde de l'IA, sur des processeurs RISC-V. C'est une véritable révolution. Jusqu'à présent, le monde du calcul haute performance était un duopole partagé entre les architectures x86 d'Intel et AMD et l'architecture ARM. L'arrivée de CUDA sur RISC-V ouvre une troisième voie extrêmement prometteuse. L'un des gros avantages de RISC-V, c'est son caractère open source. Pas de frais de licence à payer, ce qui le rend très attractif pour les startups et les développeurs, notamment en Chine. C'est une architecture plus simple, plus modulable, idéale pour des applications spécifiques comme l'intelligence artificielle en périphérie, Edge AI. Des entreprises comme Tenstoran, dirigées par le légendaire Jim Keller, misent déjà tout sur RISC-V pour leur puce IA. Ce support de CUDA est le coup de pouce dont RISC-V avait besoin pour accélérer son adoption et devenir un concurrent sérieux pour les géants établis. On passe aux cartes graphiques, où l'actualité a été tout aussi bouillonnante. Commençons avec Linux, où les nouvelles sont particulièrement enthousiasmantes pour les possesseurs et futurs acquéreurs de cartes graphiques AMD. De nouveaux patchs pour le driver Vulkan RIDV qui ont été intégrés à Mesa 25.2 apportent des améliorations significatives des performances en ray tracing pour les architectures RDNA 3 et RDNA 4. Ces optimisations, développées par un employé de Valve, utilisent de nouvelles instructions matérielles pour optimiser la manière dont le GPU traite les structures d'accélération du ray tracing, les BVH. Les tests internes montrent un gain de performance allant jusqu'à 14% sur Quake 2 RTX avec une carte RDNA 4. Ces améliorations devraient se retrouver dans de nombreux autres jeux et continuer à réduire l'écart de performance en ray tracing entre les cartes AMD et Nvidia, du moins sur l'écosystème Linux. C'est une preuve de plus de l'excellent travail de la communauté open source. Dans la même veine, OptiScaler fait aussi parler de lui avec le support de FSR 4. Les joueurs sur PC peuvent désormais activer AMD FSR 4 même dans des jeux qui ne le supportent pas officiellement grâce à un outil open source OptiScaler. Fonctionnant comme un middleware entre les technologies d'upscaling comme DLSS, XESS ou FSR, OptiScaler permet de forcer la compatibilité de FSR 4 via des détournements logiciels. Le dernier patch permet notamment d'activer FSR 4 sur des GPU RDNA 4 à condition que le jeu supporte déjà FSR 3. Mais attention, cette solution n'est pas sans risque. L'équipe derrière OptiScaler déconseille fortement son usage dans les jeux en ligne car le mode peut déclencher les systèmes anti-triche comme BattleEye ou Easy Anti-Cheat et entraîner des bannissements. Côté compatibilité, OptiScaler couvre désormais DirectX 11, 12 et Vulkan avec prise en charge de la génération de trame, Frame Generation pour certaines versions de FSR et DLSS. Il est aussi possible de détourner DLSSG vers FSR 3 pour les GPU non Nvidia. C'est une solution puissante mais complexe, idéale pour les bidouilleurs avertis qui veulent tester les dernières technos d'upscaling sans attendre des années que les développeurs se bougent. En parlant d'innovation à venir, jetons un œil aux rumeurs concernant la prochaine architecture d'AMD, RDNA 5 alias UDNA. C'est le leaker bien connu Kepler qui a partagé ses suppositions, ses prédictions sur ce que pourraient être les prochaines puces graphiques d'AMD. Et attention, il faut prendre ça avec d'énormes pincettes. Mais c'est très intéressant. Selon lui, la puce haut de gamme, que l'on pourrait appeler Navi 5X, pourrait embarquer jusqu'à 96 compute units, soit 50% de plus que le haut de gamme RDNA 4. Elle serait accompagnée d'un bus mémoire de 384 bits, ce qui ouvre la porte à des capacités de VRAM très généreuses. Cette configuration rappelle celle du gros Navi 31, ce qui suggère qu'AMD ne viserait pas le très haut de gamme pour concurrencer les 90 de Nvidia, mais plutôt un positionnement enthousiaste avec un excellent rapport performance-prix. Il évoque aussi une puce de milieu de gamme à 64 CU avec un bus de 256 bits et une entrée de gamme à 32 CU avec un bus de 128 bits. AMD s'attendrait à ce que des modules de VRAM plus denses soient disponibles d'ici là pour éviter le goulot d'étranglement sur l'entrée de gamme. La production de masse de ces puces ne commencerait pas avant le deuxième trimestre 2026, donc on a le temps d'en reparler, mais ça donne une première idée de la direction qu'AMD pourrait prendre.
Toujours chez AMD, on en a parlé plusieurs fois ces dernières semaines, et enfin, les choses commencent à se préciser pour la nouvelle carte professionnelle d'AMD, la Radeon AI Pro R 9700, après avoir vu le design de PowerColor et les premières fuites de prix autour de 1250$, AMD a enfin officialisé la date de lancement. La carte sera disponible dès le 23 juillet, en même temps que les nouveaux Threadripper. Cependant, il y a un mais. Au lancement, la R9700 ne sera disponible que dans des stations de travail préassemblées d'OEM comme Box ou Velocity Micro. Les passionnés qui voudraient l'acheter en composants seuls devront attendre les semaines à venir pour la voir arriver chez les partenaires comme ASRock ou PowerColor. AMD confirme que cette carte basée sur le GPU Navi 48, le même que la RX 9070 XT, mais avec 32 Go de mémoire, est bien destinée aux professionnels de l'IA et de la création, et non aux joueurs, malgré ce que la boîte de PowerColor pouvait laisser penser. Du côté d'Intel, les préparatifs pour la prochaine génération de cartes graphiques prennent forme. La firme continue de travailler sur sa gamme Battlemage avec l'ajout du support pour le plus puissant GPU de la série, le BMG G31, au Compute Runtime d'Intel. C'est le signe que le développement de cette puce, qui devrait équiper les futures cartes Arc B700, avance bien. 4 nouveaux identifiants de périphériques ont été ajoutés, ce qui suggère plusieurs variantes. Selon les rumeurs, le GPU BMG G31 contiendrait 32 cœurs X2, soit une augmentation de 60% par rapport au BMG G21 de l'arc B580. Il conserverait une interface mémoire GDDR6, probablement sur un 256 bits avec 16 Go de VRAM. Avec de telles spécifications, on peut s'attendre à ce que les futures cartes basées sur cette puce viennent concurrencer les RTX 5060 Ti et RX 9060 XT dans le segment des 350 à 450$. Si Intel arrive à proposer un produit compétitif à un bon prix, il pourrait enfin s'imposer sur le marché des cartes graphiques dédiées. Après les évolutions attendues chez Intel, c'est au tour de Nvidia de faire parler d'elle avec une excellente nouvelle pour les possesseurs de cartes GeForce RTX 40. Les nouveaux drivers Preview 590.26, destinés principalement aux développeurs, ont révélé une fonctionnalité très attendue, le Smooth Motion. Il s'agit en fait d'une technologie de frame generation au niveau du driver, similaire à l'AFMF d'AMD. Concrètement, elle permet de doubler le nombre d'images par seconde dans n'importe quel jeu, simplement en activant une option. Il faut bien comprendre que ce n'est pas la même chose que le DLSS Frame Generation, qui est intégré directement dans le moteur du jeu et offre une meilleure qualité d'image. Le Smooth Motion est une solution plus simple, en un clic, idéale pour les jeux qui ne supportent pas nativement les technologies de génération d'images. La fonctionnalité a été découverte via l'outil NVIDIA Inspector et des tests ont montré qu'elle fonctionnait parfaitement sur des jeux comme Company of Heroes 3, faisant passer le framerate de 60 à 120 fps. C'est une superbe addition qui va donner un coup de jeune à de nombreux titres. Dans le même registre, une innovation logicielle très prometteuse a été démontrée, combinant la technologie de compression de textures neuronales ou NTC de NVIDIA avec les coopératives vector de DirectX 1.2. Le NTC utilise des réseaux de neurones pour compresser et décompresser les textures de jeu, réduisant leur taille avec une perte de qualité minimale. Les coopératives vector permettent aux shaders du GPU de travailler ensemble plus efficacement sur des petites opérations. La combinaison des deux permet d'exécuter l'algorithme de décompression de NTC directement dans les shaders de jeu standard, ce qui réduit considérablement l'utilisation de la VRAM. Des tests ont montré une chute de la consommation de VRAM allant jusqu'à 90% sur une scène de rendu. C'est une avancée logicielle qui pourrait avoir un impact énorme sur les performances et permettre aux futures cartes graphiques, même avec des quantités de VRAM plus modestes, de gérer des textures de très haute résolution. Et pendant ce temps, la guerre technologique continue en coulisses. La semaine dernière, on apprenait que Nvidia avait reçu le feu vert du gouvernement américain pour reprendre les livraisons de ses accélérateurs IA H20 vers la Chine. Cette puce avait été spécifiquement conçue pour contourner les précédentes restrictions avant d'être elle-même bannie en avril. Cette semaine, on apprend qu'AMD a reçu une autorisation similaire pour son propre accélérateur destiné à la Chine, le MI308. Mais pourquoi ce revirement soudain de l'administration américaine? Selon l'expert en IA David Sachs, cette décision n'est pas un cadeau fait à Nvidia, mais une manœuvre stratégique pour contrer l'influence grandissante de Huawei sur le marché chinois de l'IA. En l'absence de Nvidia, Huawei a capitalisé et a commencé à développer des solutions capables de rivaliser avec celles des Américains. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, n'a cessé de le répéter, interdire
interdire les puces américaines en Chine ne ferait que pousser les entreprises chinoises à développer leurs propres alternatives, menaçant à terme la domination américaine. Il semble que ce message ait été entendu. En autorisant la vente de puces légèrement moins performantes, les États-Unis espèrent priver Huawei d'une part de marché qui lui servirait à financer sa R&D et à devenir un concurrent mondial. C'est une partie d'échec complexe qui se joue, où la tech est devenue une arme géopolitique. Et les conséquences ne tardent pas à se faire sentir. Après que les États-Unis ont levé cette interdiction de vente de l'accélérateur H20 en Chine, on pouvait se demander ce qu'il adviendrait de la RTX 5090 DV2, une carte qui aurait été spécifiquement conçue pour contourner cette interdiction. Eh bien, l'incertitude règne. Des fuites contradictoires circulent. Un leaker suggère que la version V2 pourrait être annulée car elle n'aurait plus de raison d'être. D'autres médias affirment au contraire que la carte est toujours prévue pour le mois prochain car il serait trop tard pour changer les plans de production. Les partenaires d'NVIDIA sont dans le flou et ne savent pas sur quel pied danser. Cette situation est particulièrement frustrante pour les pros et les joueurs chinois qui ne savent pas s'ils auront accès à la version complète de la RTX 5090 ou à une version bridée. Et justement, on reparle de la RTX 5090, mais dans sa version laptop avec une découverte qui pourrait bien changer la donne. La chaîne Gizmo Sleep Tech a testé un shunt mode sur un PC portable équipé d'une RTX 5090 mobile, une manipulation matérielle qui consiste à tromper les capteurs de puissance du GPU en modifiant les résistances. Résultat, la consommation grimpe de 175 watts à 250 watts, débloquant au passage jusqu'à plus de 41% de performance selon les jeux et les benchmark. Cyberpunk 2077, Witcher 3 ou encore 3D Mark Steel Nomad ont montré des hausses impressionnantes, notamment grâce à un overclocking et undervolt maîtrisé. Contrairement à la version desktop, cette RTX 5090 laptop n'utilise pas la même puce mais un GPU GB203, celui-là même que l'on retrouve sur la RTX 5080 desktop capable de consommer 350 watts. Autrement dit, il y a une grosse marge de puissance volontairement bridée par Nvidia. Deux marques, XMG et Electronics, ont déjà exprimé leur volonté de proposer des laptops avec des TGP débridés et un refroidissement liquide pour exploiter ce potentiel, même si cette technique reste risquée et réservée aux experts, elle relance le débat sur les limitations artificielles imposées sur les GPU mobiles haut de gamme. Côté overclocking extrême, le BIOS XOC ou Extreme OC de la Galaxy RTX 5090D Hall of Fame a fuité en ligne. Ce firmware spécial, utilisé par l'équipe d'overclockers OGS pour battre des records, débloque la limite de puissance de la carte pour la porter à un hallucinant 2001 watts. C'est ce qui leur a permis, sous azote liquide, de pousser le cœur de la carte à 3650 MHz et d'établir de nouveaux records du monde sur des benchmarks comme GPU PI et 3D Mark Port Royal. Ce BIOS ne fonctionne que sur la variante 5090D, ce qui confirme que c'est bien cette version qui offre le plus grand potentiel d'overclocking. La mise en ligne de ce BIOS va certainement permettre à d'autres équipes de tenter de battre ces records. L'overclocking extrême est loin d'être mort. Et c'est ainsi que se termine notre exploration tech hebdomadaire. J'ai vraiment apprécié partager ces découvertes avec vous et j'espère vous avoir apporté votre dose d'actu high-tech. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des sujets de cette semaine. Lequel vous a le plus surpris? Lequel vous attendez avec le plus d'impatience? Si le contenu vous plaît, un pouce levé et un abonnement font toute la différence pour soutenir la chaîne. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle dose d'actu tech. D'ici là, portez-vous bien. Salut!